La nouvelle tombe et Dakar explose. Pas dans une horreur, pas le lendemain matin après réflexion, après que les gens aient eu le temps de digérer, de comprendre, d'analyser. Non, immédiatement. En quelques minutes, à peine après que le décret commence à circuler sur les réseaux sociaux, après que les premiers screenshots du document officiel sont partagés, après que les premières voix commencent à confirmer ce que beaucoup refusent encore, mentent, encore de croire, la rue sénégalaise se réveille. Et ce réveil-là, il n'est pas calme, il n'est pas mesuré. Il n'est pas celui d'un peuple résigné qui accepte en silence ce que le pouvoir vient de décider pour lui. Non, ce réveil-là ressemble à un tremblement de terre. Les téléphones sonnent, les messages s'enchaînent à une vitesse vertigineuse. Les groupes WhatsApp s'enflamment, les fils Twitter explosent, les lives Instagram se multiplient. Des centaines, puis des milliers de personnes commencent à partager le décret, à le commenter, à réagir avec une émotion brute, viscérale, qui dépasse de très loin le cadre ordinaire du débat politique. Parce que ce qui se passe dans ces premières minutes, ce n'est pas seulement une réaction politique. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus intime, beaucoup plus existentiel. C'est la réaction d'un peuple à qui on vient d'annoncer que l'homme, en lequel il avait mis toute sa foi, tout son espoir, toute sa confiance, vient d'être retiré du pouvoir par celui-là même qu'il avait contribué à y placer. Et dans les rues de Dakar, les corps commencent à bouger avant même que les esprits aient fini de comprendre. Parce que c'est comme ça que fonctionne la colère populaire quand elle est vraie, quand elle est profonde, quand elle n'est pas fabriquée par des organisateurs politiques qui distribuent des t-shirts et paient des bus pour remplir des meetings. Cette colère-là, elle ne se planifie pas. Elle ne se coordonne pas depuis un bureau climatisé. Elle jaillit spontanément, naturellement, avec la force incontrôlable de quelque chose qui vient des tripes et pas de la tête. Des jeunes sortent de chez eux. Des femmes descendent dans les rues. Des hommes qui n'avaient peut-être jamais manifesté de leur vie se retrouvent dehors, dans la nuit chaude de Dakar, à marcher sans vraiment savoir où ils vont, poussés par quelque chose qu'ils ne savent pas encore nommer complètement. Regardez ces visages. Regardez ces jeunes gens. Pas des agitateurs professionnels, pas des mercenaires de la manifestation payés pour faire du bruit. Des étudiants, des vendeurs, des apprentis, des chômeurs, des filles et des filles de cette Afrique qui a grandi avec la conviction que le système ne changerait jamais, que les dés étaient toujours pipés, que les mêmes familles, les mêmes réseaux, les mêmes complices de toujours finiraient toujours par gagner. Des jeunes qui, pour la première fois de leur vie, avaient cru que quelque chose de différent était possible. Et ce soir, on leur dit que c'était une illusion. On leur dit, dans le langage froid et administratif d'un décret officiel, que l'homme qui les avait fait rêver vient d'être éjecté. Alors, ils sortent, pas parce qu'on leur a dit de le faire, parce qu'ils ne peuvent pas, comme dont ils passent, faire autrement. Les forces de sécurité sénégalaises réagissent rapidement. Trop rapidement peut-être. Les accès aux artères principales sont bouclés. Des cordons de sécurité se forment au carrefour stratégique. Des véhicules blindés prennent position. L'État, qui vient de prendre une décision explosive, sait déjà ce qui risque de se passer et il se prépare à contenir ce qu'il a lui-même déclenché. Et face à ces hommes en uniforme, face à ces barrages, face à ces boucliers et ces matraques, les jeunes ne reculent pas. Ils tentent de s'approcher. Ils poussent, ils scandent. Leur voix monte dans la nuit chaude de Dakar comme une marée qu'aucun dispositif sécuritaire ne peut vraiment arrêter. Parce que la marée humaine, quand elle est mue par une conviction profonde, ne se brise pas sur des barrages de police. Elle les contourne, elle les submerge. Elle trouve toujours un chemin. Les gaz lacrymogènes fusent, les premières grenades sont tirées, l'odeur âcre et suffocante envahit les rues. Des jeunes toussent, pleurent et se dispersent momentanément avant de se regrouper
quelques mètres plus loin. Parce que les gaz lacrymogènes peuvent disperser un corps, mais ils ne peuvent pas disperser une conviction. Ils peuvent chasser les gens d'un carrefour, mais ils ne peuvent pas, chasser du cœur des gens la certitude que ce qui vient de se passer cette nuit est une injustice. Et cette certitude-là, elle est plus forte que n'importe quel gaz, plus résistante que n'importe quelle matraque, plus durable que n'importe quel dispositif sécuritaire déployé en urgence dans les rues d'une capitale africaine qui vient de vivre un séisme politique. Des vidéos commencent à circuler, filmées avec des téléphones portables, tremblantes, bruyantes, imparfaites, mais terriblement réelles. On voit des jeunes qui courent, on voit des femmes qui pleurent, on voit des hommes qui lèvent les bras au ciel avec une expression sur le visage qui n'est pas seulement de la colère. C'est quelque chose de plus complexe, de plus douloureux. C'est la tête de quelqu'un à qui on vient d'arracher quelque chose qu'il chérissait. Ces vidéos font le tour du monde en quelques heures. Elles atterrissent sur les écrans de la diaspora sénégalaise à Paris, à New York, à Montréal, à Madrid, à Abidjan. Et partout où elles arrivent, elles produisent le même effet. Elles cernent le cœur. Elles confirment ce que certains craignaient et ce que d'autres n'auraient jamais voulu voir. Parce qu'il faut comprendre ce que représentait Ousmane Sonko pour cette génération qui est dans la rue ce soir. Il faut comprendre le poids symbolique de cet homme dans la conscience collective d'une jeunesse sénégalaise qui a grandi avec la désillusion comme toile de fond permanente. Une jeunesse qui avait regardé ses parents voter, espérer être déçu, recommencer, espérer à nouveau, être déçu encore. Une jeunesse qui avait vu le pouvoir passer de main en main sans que leur vie change vraiment, sans que le chômage recule, sans que les opportunités se multiplient, sans que la promesse républicaine de dignité et d'égalité des chances devienne quelque chose de concret dans leur quotidien. Cette jeunesse-là avait fini par se convaincre que le système était imperméable au changement, que peu importait qui votait pour qui, les mêmes logiques de captation du pouvoir et de distribution des privilèges finiraient toujours par l'emporter. Et puis, Sonko était arrivé. Et quelque chose avait changé dans l'air. Pas parce qu'il avait des solutions magiques à des problèmes structurels profonds et complexes. Pas parce qu'il avait une baguette magique pour transformer une économie héritée de décennies de dépendance et de mauvaise gestion. Mais parce qu'il parlait vrai. Parce qu'il ne prenait pas les gens pour des idiots. Parce qu'il nommait les problèmes par leur nom, désignait les responsables par leur nom, refusait de jouer le jeu de la langue de bois et du double discours que les Sénégalais connaissaient si bien pour l'avoir enduré pendant si longtemps. Il était la preuve vivante que les gens ordinaires pouvaient défier le système et survivre, qu'on pouvait dire la vérité en face du pouvoir et ne pas disparaître. Et pour une jeunesse qui avait grandi avec le sentiment d'être invisible, cette preuve-là avait une valeur inestimable. Ils l'avaient protégée de leur corps, littéralement, lors des crises précédentes, lors des tentatives d'arrestation, lors des procès, lors des périodes les plus sombres où le système semblait enfin avoir réussi à le coincer définitivement. C'est la rue qui avait tenu. C'est la mobilisation populaire qui avait créé un rapport de force suffisamment puissant pour que les autorités reculent, pour que les calculs politiques soient revus, pour que l'homme survive là où d'autres auraient été engloutis sans laisser de traces. Des jeunes avaient été blessés pour lui. Des jeunes avaient été arrêtés pour lui. Des jeunes avaient sacrifié leur sécurité, leur liberté, parfois des mois de leur vie, pour que cet homme reste debout et continue à porter une parole qu'ils estimaient nécessaire. Et ce soir, malgré tout ça, malgré tous ces sacrifices, malgré toutes ces nuits passées dans les rues à faire face aux forces de l'ordre, quelques lignes sur un papier officiel venaient de réduire à néant ce qu'ils croyaient avoir construit ensemble. Vous comprenez maintenant pourquoi les larmes dans les rues de Dakar, cette nuit, ne sont pas seulement des larmes politiques. Ce sont des larmes personnelles, des larmes de quelqu'un qui s'est battu
pour quelque chose et qui se retrouvent au sentiment amer d'avoir perdu. Des larmes de quelqu'un qui avait cru, vraiment cru, que cette fois c'était différent, que cette fois le peuple avait gagné, que cette fois l'histoire allait dans le bon sens, et qui découvre que le système a ses propres logiques, ses propres mécanismes de résistance, ses propres façons de reprendre ce qu'il avait semblé céder. Ce sentiment-là, cette désillusion-là, elle est peut-être la chose la plus dangereuse politiquement que puisse vivre un pays. Parce qu'un peuple en colère, ça se gère. Mais un peuple désillusionné, un peuple qui pense que rien ne changera jamais vraiment, c'est une blessure collective qui met des années à cicatriser. Et pourtant, quelque chose dans ces images des rues de Dakar, cette nuit dit le contraire de la résignation. Quelque chose dans ces visages, dans ces corps debout face au gaz lacrymogène, dans ces mains levées qui refusent de se baisser, dit que cette génération n'a pas encore dit son dernier mot. Qu'elle est blessée, oui. Qu'elle est en colère, oui. Qu'elle se sent trahie peut-être, mais qu'elle n'a pas renoncé, qu'elle n'est pas prête à rentrer chez elle et à fermer les volets et à se convaincre que c'était une belle histoire qui s'est mal terminée. Non. Ces jeunes dans la rue cette nuit ne demandent pas la permission d'espérer. Ils protègent leur espoir. Ils protègent leur futur. Ils protègent quelque chose qui leur appartient et que personne, aucun décret, aucun dispositif sécuritaire, aucune décision prise dans les bureaux climatisés du palais présidentiel ne peut leur confisquer vraiment. Parce que c'est ça, la leçon la plus profonde de cette nuit du 22 mai 2026. On peut limoger un premier ministre. On peut signer un décret. On peut effacer administrativement un titre, une fonction, une position dans l'organigramme de l'État. Mais on ne peut pas limoger une idée. On ne peut pas signer un décret contre un espoir collectif. On ne peut pas mettre fin par arrêté officiel à la conviction de millions de gens que leur pays mérite mieux, que leur génération mérite mieux, que l'Afrique mérite mieux que ce qu'on lui a imposé depuis des décennies. Cette conviction-là, elle est dans les rues ce soir. Elle crie, elle pleure, elle toussait sous les gaz lacrymogènes, mais elle est là, vivante, debout, et elle ne disparaîtra pas avec le soleil du lendemain matin. Sonko lui-même l'a compris depuis longtemps. Ceux qui le connaissent disent qu'il est fondamentalement incapable de se taire quand il pense que la vérité est bafouée. Et dans les jours qui viennent, il va parler. Il va reprendre ses meetings. Il va reprendre ses lives. Il va reprendre ce rapport direct avec son peuple, cette connexion organique avec la rue. Qu'aucun décret ne peut lui ôter parce qu'elle ne dépend d'aucune fonction officielle, d'aucun titre administratif, d'aucune position dans un gouvernement. Elle dépend de lui et d'eux, de cet homme et de ces millions de gens qui sont dans les rues ce soir et qui lui appartiennent et auxquels il appartient d'une façon que la politique ordinaire ne sait pas vraiment nommer. Alors voilà où nous en sommes, cette nuit à Dakar. Des centaines de jeunes dans les rues, des larmes, des gaz lacrymogènes, des mains levées vers un ciel qui ne répond pas encore. Un peuple qui refuse de rentrer chez lui et d'accepter en silence ce qu'on vient de lui faire. Un homme limoé qui reste le leader le plus populaire de son pays. Un président qui vient de prendre une décision historique dont il devra assumer seul toutes les conséquences politiques. Et un Sénégal entier qui retient son souffle en se demandant ce qui va venir ensuite. Ce qui est certain, c'est que ceux qui ont cru que limoger Sonko allait le faire taire, allait le faire disparaître, allait mettre un terme à une épopée qui avait traversé trop de tempêtes pour s'arrêter sur un simple décret, cela ferait les bien de regarder ces images, de regarder ces visages dans les rues de Dakar cette nuit. Parce que ces visages leur donnent une réponse, pas avec des mots, avec leur présence, avec leur refus de rentrer chez eux, avec leur obstination à rester debout sous les gaz et sous la nuit. Ils protègent leur espoir. Et cet espoir-là, il est plus fort que n'importe quel décret. Il est plus résistant que n'importe quel gaz lacrymogène.
Et il brûle ce soir dans les rues de Dakar, avec une intensité que rien ni personne n'a encore réussi à éteindre. Il est tard à Dakar. La ville respire encore. Les marchés se vident doucement. Les familles rentrent chez elles. Les enfants s'endorment. Une nuit comme les autres en apparence. Une nuit sénégalaise, chaude, humide, ordinaire. Personne dans les rues ne sait encore ce qui est en train de se passer dans les couloirs du pouvoir. Personne ne devine que dans quelques minutes, l'histoire du Sénégal va basculer. Pas avec des coups de feu, pas avec un coup d'État militaire, pas avec une révolution dans les rues, non. Avec quelques lignes tapées sur un document officiel, avec un tampon, avec une signature, avec un décret. C'est comme ça que ça s'est passé. Sans bruit, sans annonce, sans le moindre signe avant-coureur pour le grand public. Pendant que les Sénégalais vivaient leur soirée normalement, pendant que les mères préparaient le dîner, pendant que les pères regardaient le journal télévisé, pendant que les jeunes scrollaient leur téléphone sur les réseaux sociaux, une décision était en train d'être prise qui allait les réveiller tous. Une décision qui allait faire trembler ce pays jusque dans ses fondations les plus profondes. Une décision que beaucoup n'auraient jamais cru possible. Pas comme ça. Pas cette nuit-là. Pas de cette façon. Le décret numéro 2026-1128, daté du 22 mai 2026, signé par le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Un document de quelques paragraphes à peine. Une page, peut-être deux, rien de spectaculaire dans sa forme, rien qui trahisse le séisme qu'il allait provoquer. Un document, comme il en sort des dizaines, chaque semaine de la présidence sénégalaise. Des nominations, des révocations, des ajustements administratifs. La mécanique ordinaire du pouvoir d'État. Sauf que ce soir-là, ce n'était pas ordinaire. Ce soir-là, ce document était une bombe à retardement déguisée en formalité administrative. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est aussi brutal que ça. Une ligne. Une seule ligne pour renvoyer l'homme le plus populaire du Sénégal. Une ligne pour effacer des années de lutte. Une ligne pour mettre un terme à une aventure politique qui avait commencé dans les ruelles poussiéreuses de Ziguinchor et qui avait traversé les tribunaux, les prisons, les meetings électrisants, les nuits de larmes et les matins de victoire. Une ligne pour dire à des millions de Sénégalais que l'homme en qui ils croyaient, l'homme pour lequel ils s'étaient battus, l'homme pour lequel certains avaient risqué leur liberté et leur sécurité, cet homme-là ne serait plus Premier ministre à partir de maintenant. Juste comme ça, sans débat, sans confrontation, sans regard dans les yeux, sans la moindre explication publique digne de ce nom. Pas de conférence de presse préparée, pas de discours solennel à la nation, pas de transition négociée dans les règles de l'art diplomatique. Rien de tout ça, juste le décret. Froid, silencieux, définitif, comme une porte qu'on ferme à double tour dans le dos de quelqu'un sans même lui dire au revoir. Comme une exécution administrative, propre, nette, sans bavure apparente. Le genre de décision qui se prend dans les bureaux climatisés, loin du peuple, loin de la rue, loin de ce Sénégal réel, qui allait apprendre la nouvelle quelques minutes plus tard, et qui n'allait pas réagir comme les technocrates l'avaient peut-être imaginé. Parce qu'il faut comprendre qui était cet homme qu'on venait d'éjecter en quelques lignes officielles. Il faut comprendre ce que son nom représentait pour une partie immense de la population sénégalaise. Ce n'était pas un ministre parmi d'autres. Ce n'était pas un technocrate remplaçable. Un visage interchangeable dans un gouvernement ordinaire. Un de ces hommes politiques lisses et calibrés qu'on met en place et qu'on retire selon les nécessités du moment, sans que personne ne s'en émeuve vraiment. Non. L'homme qu'on venait de renvoyer cette nuit-là, c'était Ousmane Sonko. Et ce nom-là, au Sénégal, ce n'est pas juste un nom. C'est une histoire. C'est une épopée. C'est un symbole qui dépasse de très loin la simple biographie d'un homme politique. Ousmane Sonko n'est pas né dans les cercles du pouvoir. Il n'a pas grandi dans les salons feutrés de Dakar
où se décident les carrières et se distribuent les privilèges. Il vient de Ziguinchor, dans le sud du pays, en Casamance, une région que certains à Dakar regardaient de loin avec condescendance. Un homme du peuple, dans le sens le plus concret et le plus littéral du terme. Inspecteur des impôts de formation, fonctionnaire de l'État, quelqu'un qui aurait pu, comme tant d'autres, se fondre dans le système, profiter discrètement de ses petits avantages, se taire sur ce qu'il voyait, et vivre confortablement dans l'ombre du pouvoir sans jamais faire de vagues. C'est ce que le système attendait de lui. C'est ce que le système espérait qu'il ferait. Il a choisi exactement le contraire. À une époque où se taire était la règle d'or pour survivre dans les cercles du pouvoir sénégalais, Ousmane Sonko a ouvert la bouche. Il a dénoncé publiquement des détournements au sommet de l'État. Il a cité des chiffres. Il a nommé des coupables. Il a pointé du doigt des complicités que tout le monde voyait, mais que personne n'osait nommer officiellement. Et il l'a fait sans filtre, sans langue de bois, avec cette franchise tranchante comme une lame qui allait devenir sa marque de fabrique et sa force la plus redoutable. La réponse du système ne s'est pas fait attendre. On l'a révoqué. On l'a mis à l'écart. On l'a humilié administrativement. On a pensé que c'était suffisant pour le faire taire, pour le faire plier, pour le faire disparaître dans le silence amer de ceux qui ont osé défier la machine et qui en ont payé le prix. Mais Ousmane Sonko n'a pas plié. Au lieu de disparaître, il a fondé le PASTEF, le Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Un nom long, presque naïf dans sa sincérité. Un programme ambitieux, une vision ancrée dans la souveraineté africaine et le rejet d'un système qu'il jugeait corrompu jusqu'à la moelle. Et quelque chose d'inattendu s'est produit. Les gens l'ont écouté. Pas seulement à Ziguinchor, pas seulement en Casamance, partout. Dans les banlieues de Dakar, dans les universités, dans les marchés, dans les quartiers populaires où la colère contre le système était réelle, profonde, ancienne, et cherchait une voix pour s'exprimer. Ousmane Sonko a été cette voix. Et cette voix a grandi comme une flamme dans un champ sec, rapidement, puissamment, de façon presque incontrôlable. Ce que les gens aimaient en lui, ce n'était pas seulement ce qu'il disait. C'était comment il le disait, sans calcul apparent, sans les pirouettes rhétoriques des politiciens aguerris qui disent tout et son contraire selon les audiences. Il nommait les coupables, il citait des chiffres, il pointait du doigt les complicités entre le pouvoir sénégalais et les anciennes puissances coloniales. Il parlait du franc CFA avec une liberté de ton qui faisait frissonner les salons diplomatiques de Paris. Il questionnait les bases militaires françaises en Afrique à voix haute, publiquement, sans s'excuser. Et dans un pays où une partie de la conscience collective portait depuis des décennies cette frustration de la souveraineté inachevée, ces mots résonnaient comme une libération. Mais précisément parce qu'il parlait de tout ça, précisément parce qu'il nommait ce que d'autres préféraient laisser dans l'ombre, la machine s'est mise en marche contre lui. Les procès ont commencé. Les accusations se sont multipliées. En janvier 2024, une condamnation pour diffamation l'a rendu inéligible à la présidentielle. Une condamnation que ses partisans ont dénoncée comme une arme politique, un mécanisme judiciaire utilisé non pas pour rendre justice, mais pour éliminer un adversaire politique devenu trop encombrant, trop populaire, trop difficile à contrôler par les voies ordinaires. Accusé d'avoir menti sur des faits que tout le monde savait vrais, mais qu'aucun document officiel ne pouvait encore confirmer. Une situation absurde qui en disait long sur les véritables intentions de ceux qui avaient orchestré sa mise à l'écart, inéligible. Ce mot aurait dû être la fin de l'histoire. Dans la logique ordinaire de la politique sénégalaise, un homme condamné, écarté de la course présidentielle, était censé plier bagage, négocier son retour dans le système par d'autres voies, accepter sa défaite et disparaître progressivement du paysage politique. C'est ce que le système avait calculé. C'est ce que ses adversaires avaient planifié.
Ils n'avaient pas prévu ce qu'il allait faire ensuite. Parce que Ousmane Sonko a regardé autour de lui dans les rangs du PASTEF et il a posé son choix sur un homme plus discret, moins connu du grand public mais fidèle et loyal. Un homme qui s'appelait Bassirou Diomaye Faye. Et le slogan est né presque naturellement. Diomaye Moy Sonko. En Wolof, ça signifie voter pour Diomaye, c'est voter pour moi. Une équation politique simple, presque trop simple. Et pourtant, elle a fonctionné d'une façon que même les plus optimistes n'osaient pas imaginer. Bassirou Diomaye Faye, sorti de prison quelques jours seulement avant l'élection portée par la vague populaire construite pendant des années par son mentor, a remporté la présidence dès le premier tour avec une majorité écrasante. C'était historique, c'était bouleversant. Et beaucoup ont pleuré ce soir-là des larmes de joie et de soulagement, parce qu'ils croyaient vraiment que quelque chose avait changé, que cette fois le système avait perdu, que la rue avait gagné, que l'espoir n'était pas qu'un mot creux. Et puis vint la question que personne ne voulait poser à voix haute dans l'euphorie de la victoire. La question qui allait hanter les mois suivants comme un fantôme silencieux dans les couloirs du pouvoir. Qui commande vraiment? Le président élu, Bassirou Diomaye Faye, arrivé au pouvoir grâce au soutien d'Ousmane Sonko? Ou Ousmane Sonko lui-même, Premier ministre, chef du PASTEF, leader populaire dont la légitimité dans la rue dépassait de très loin celle de son propre président? Dans les premières semaines, personne n'a voulu poser cette question à voix haute. L'heure était à la fête, à la victoire, à l'espoir. Les premières fissures sont passées inaperçues, mais elles existaient. Des tensions sur des décisions économiques clés, des désaccords sur des nominations stratégiques, des frictions sur les relations avec les partenaires internationaux. Sonko, fidèle à sa réputation d'intransigeance, aurait refusé de tempérer son discours, même en tant que Premier ministre d'un pays qui avait besoin de rassurer ses créanciers et ses partenaires commerciaux. Et puis il y a eu l'épisode de l'Assemblée nationale. Le jour où Ousmane Sonko, depuis les bancs du Parlement, a déclaré publiquement que le président Faye avait fait une erreur sur la question des fonds politiques, pas en privé, pas dans une réunion de cabinet, publiquement, devant les caméras, devant la presse nationale et internationale. Un premier ministre qui contredit son président devant tout le pays. Dans la politique sénégalaise, c'est une bombe. Et dans la situation unique de ce duo au sommet, c'était peut-être inévitable. Parce que Sonko n'a jamais été le genre d'homme à se taire quand il pense que quelque chose ne va pas. C'est ce qui l'avait rendu populaire. Et c'est peut-être ce qu'il a finalement perdu. Après cet épisode, la question n'était plus de savoir si la rupture allait arriver. La question était uniquement de savoir quand. Ce quand, c'était cette nuit-là. Le 22 mai 2026, sans préavis public, sans conférence de presse préparée, sans transition négociée. Juste un décret, quelques lignes officielles. Et d'un seul coup, l'homme le plus populaire du Sénégal se retrouvait Premier ministre sortant. Un titre qui, dans sa froideur administrative, effaçait des années de lutte, de prison, de sacrifices, de larmes et de victoires arrachées contre toute attente. Ceux qui ont signé ce décret ce soir-là pensaient peut-être que c'était la fin. Ils pensaient peut-être que quelques lignes sur un papier officiel suffisaient à mettre un terme à une épopée politique qui avait traversé des années de tempête. Ils pensaient peut-être que le lion était enfin en cage. Ils avaient oublié une chose essentielle. Les lions qu'on met en cage n'oublient pas la savane. Et le Sénégal, lui, n'a pas fini d'écrire son histoire.